En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir les essayistes et politologues Stéphane Rosès et Arnaud Benedetti. Alors que la réforme des retraites a déclenché un vent de révolte et plonge la France dans la crise, ils nous parleront de leur nouvel essai Chaos qui vient de paraître aux éditions du CR. La protestation contre la réforme des retraites est-elle un simple conflit social ou le début d'une crise de régime? Comment en est-on arrivé là? La France est-elle sur le point de basculer dans le chaos? Comment en sortir? Tout de suite, les réponses de Stéphane Rosès et Arnaud Benedetti en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Stéphane Rosès, Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes nos prophètes, si j'ose dire. Votre livre, en fait, en réalité, j'ai dit qu'il venait de paraître, mais il a à peine quelques mois. Il est sorti, je crois, à novembre de l'année dernière, avec un titre prémonitoire, Chaos. Chaos, nous y sommes, Stéphane Rosès? Oui, au fond, quand on commence ce livre d'entretien avec Arnaud, on a une analyse de long terme au long cours et le titre Chaos qui se révèle sans doute plus rapidement qu'on ne pensait, tout à fait adapté à ce que nous vivons en France. C'est l'effet d'un long délitement que l'on peut situer et que l'on situe il y a environ 30 ans. Quand la France, pays le plus pessimiste au monde, alors même que sa situation économique et sociale comparée à celle des autres est encore enviable et enviée, au fond se révèle être le pays dont l'imaginaire, la façon d'être et de faire est la plus contradictoire avec ce qui se met en place à partir du traité de Maastricht, une Europe néolibérale où on ne dit plus aux Français vous construisez votre avenir à partir de disputes politiques communes, mais il faut obéir pour survivre à des lois, des nécessités économiques. Et donc cette contradiction fait l'état de la France et pire, l'État, son sommet se retourne contre la nation alors même que la France est constituée autour de l'État. Voilà notre malédiction qui explique un chaos si long, si douloureux et au total un affaissement de la France dans tous les domaines. Et sans doute, on ne pensait pas que les choses seraient si rapides et profondes. Arnaud Benedetti, la France finalement a connu ce type d'épisode de grève, de protestation. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation de chaos ou est-ce qu'on est dans une vieille tradition française qu'on connaît depuis longtemps en réalité? Quels sont les éléments peut-être différents des contestations précédentes comme en 95 finalement? Vous avez trois crises qui se superposent. Vous avez d'abord une crise sociale classique avec un mouvement syndical qui refuse une réforme. Ça s'est déjà passé antérieurement, en 95, également en 2006 avec le CPE. Vous avez là-dessus une crise politique qui se greffe, c'est-à-dire le fait que une grande partie aujourd'hui de nos concitoyens se sent dépossédés, tout simplement. Et ça rejoint ce que dit Stéphane Rosès, c'est-à-dire l'idée que les décisions politiques ne se prennent plus en France, ne se prennent plus au niveau de l'État, et qu'elles se prennent ailleurs, et que finalement, aujourd'hui, l'État est un organisme d'enregistrement d'un certain nombre d'injonctions qui nous viennent de l'extérieur. Ça, c'est la deuxième crise. Et la troisième crise qui est en train, me semble-t-il, aujourd'hui, de se profiler, c'est une crise institutionnelle qui est liée j'allais dire, le caractère très exceptionnel de la situation politique que nous traversons depuis finalement le printemps 2022, avec une élection d'Emmanuel Macron qui n'a pas été confirmée par l'élection législative du mois de juin, où les Français ont envoyé une majorité, enfin n'ont pas envoyé une majorité véritablement claire à l'Assemblée nationale, mais ont fait en sorte que l'Assemblée nationale lie les mains d'une certaine manière du président de la République, et qu'on se retrouve dans cette situation assez inédite sous la Ve République, où le président de la République, il n'est pas le premier président de la République à avoir une majorité relative. Il y en a eu deux avant lui, De Gaulle.
mais avec un étiage qui était nettement supérieur en 67 que celui que l'étiage qui est celui aujourd'hui d'Emmanuel Macron et François Mitterrand avec Michel Rocard en 1988. Mais De Gaulle et Rocard disposaient, si vous voulez, quand même de réserves parlementaires qui leur permettaient de pouvoir tenir sur la distance. Là, en effet, c'est extrêmement court. Et donc, on a pour la première fois un président de la République qui n'est plus véritablement protégé, dont la stabilité n'est plus vraiment protégée par une majorité parlementaire. Et avec une situation sociale qui est la situation sociale que l'on rencontre, qui est éruptive, extrêmement clivante. Et il faut le rajouter, avec un président de la République dont la communication, d'une certaine façon, quand même, rend incandescent les braises qui, aujourd'hui, brûlent. On va y revenir, notamment sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle joue beaucoup dans le fait que la crise dure et qu'elle soit aussi violente? Mais Stéphane Rosset, vous avez parlé tout à l'heure d'Europe néolibérale. J'aimerais savoir ce que vous mettez derrière ces termes, parce que c'est vrai qu'une droite libérale, par exemple, vous dirait que dans un pays où on a fait le quoi qu'il en coûte, qui connaît des records de dépenses publiques, on n'est pas forcément un pays extrêmement libéral. Mais peut-être d'ailleurs que le mot néolibéral veut dire autre chose, et donc j'aimerais que vous le définissiez. Je crois qu'il faut être très précis, parce qu'effectivement, vous avez raison, en France, on utilise, par exemple, quand j'entends Mélenchon dire « nous sommes anti-néolibéraux », non, c'est un néolibéral de gauche. Donc, il faut être très précis, et on l'est, en tout cas, sous l'injonction d'Arnaud Benedetti sur les différences entre libéralisme, néolibéralisme et ultralibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la pensée et la réalité, au fond, que les communautés humaines, les sociétés, les nations doivent tenir ensemble la démocratie et les marchés. Les deux étant d'ailleurs associés intellectuellement à partir du XVIIIe siècle. Ça veut donc dire que les rapports sociaux, dans leur conflictualité, les intérêts de classe, sont tenus par un politique dans une cohérence entre souveraineté nationale, souveraineté populaire et questions sociales. L'ultralibéralisme, c'est à l'intérieur du modèle économique des rapports de force très en faveur du capital contre le travail, mais qui s'inscrivent toujours dans un cadre néolibéral. Le néolibéralisme, pour moi, c'est l'inverse du libéralisme. C'est la pensée selon laquelle, au fond, on pourrait et on devrait aller au-delà des modèles nationaux, et c'est le constat des peuples que dorénavant les grandes décisions ne sont plus l'émanation des rapports entre les communautés humaines. Autrefois on disait c'est la faute aux Romains, c'est la faute à l'impérialisme américain, c'est la faute au totalitarisme soviétique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la singularité de la mondialisation actuelle, c'est que les peuples ont le sentiment que ce sont des forces désincarnées, détérioriser les marchés, les gouvernances, l'Union européenne, des structures qui privent le politique et donc ses représentants des modalités de décision. Et donc, dans ce néolibéralisme, il y a un courant de droite, les libéraux, qui ne voient pas la différence entre libéralisme et néolibéralisme, et à gauche également, ceux qui pensent dans la lignée de Saint-Simon et même d'une certaine forme de marxisme primaire, que l'administration des choses doit se substituer au gouvernement des hommes. Donc, le néolibéralisme, c'est une définition sur un nouveau type de régime d'historicité politique, alors que l'ultralibéralisme, c'est une qualification de rapports sociaux. Mais en France, on mélange tout. Pourquoi? Parce que dès les Lumières, il y a justement une tension entre le libéral Montesquieu qui dit la loi doit dépendre des us et coutumes et Condorcet, le mathématicien, qui dit pas du tout la loi comme la raison est une, comme l'efficacité est une, comme le calcul est une. La loi, elle n'a que faire des us et coutumes des peuples. Justement, on y reviendra après la pause, mais votre essai
est sous-titré Essai sur les imaginaires des peuples. Et finalement, je crois que ce que vous nous expliquez, c'est qu'une certaine technocratie ne tient pas compte des us, ce que vous avez appelé des us et coutumes, de la tradition historique finalement des peuples. On en parle plus en profondeur après une courte pause, toujours donc avec Stéphane Rosas et Arnaud Benedetti. La France dans le chaos. Comment en sortir? Mais d'abord, comment en sommes-nous arrivés là? En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec les essayistes et politologues Stéphane Rosas et Arnaud Benedetti. Ils sont auteurs d'un essai qui est paru il y a quelques mois au titre prémonitoire Chaos. C'est aux éditions du CERF. Et justement, ils sont là pour analyser le chaos social, mais aussi le chaos dans la rue, mais aussi le chaos politique, mais aussi le chaos institutionnel dans lequel semble être plongée la France. Un chaos, on se disait ça sans doute avant la pause, qui n'est pas simplement lié à cette réforme des retraites, bien que personne ne nie qu'elle soit impopulaire, incomprise. Arnaud Benedetti, la crise que nous vivons dépasse très largement cette réforme. Oh, elle vient de très loin, cette crise. Stéphane Rosas le disait très justement auparavant. Ça fait au moins une trentaine d'années que l'on voit que les cadres qui sont ceux de la prise de décision politique ont été totalement bouleversés, même plus qu'une trentaine d'années, peut-être une quarantaine d'années, d'une certaine manière. Si vous voulez, il y a quelque chose qui fonde en France la société, c'est le politique. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. Quand on veut comprendre ce qui agrège la société française et qui fait son unité depuis, j'allais dire, presque la nuit des temps, c'est presque immémorial et c'est bien avant la République, c'est la capacité d'organiser la société à travers un État. C'est l'État qui va être le principe fondateur de la société française. Donc, la société française, dans son histoire, est une société qui est d'abord éminemment politique. Vous avez d'autres sociétés qui ont réussi leur agrégation nationale par d'autres moyens que le politique, notamment par la culture. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie, la culture ou l'économie. C'est pas le cas en France. En France, ce qui fait l'unité, c'est le politique. Et alors, vous avez d'ailleurs, à la veille de la Révolution française, Mirabeau qui dit « La France est un agrégat de peuples désunis ». Disant cela, il voit très bien que ce qui va permettre l'unification de cet agrégat de peuples désunis, c'est la continuation de la construction de l'État qui a commencé avec la monarchie. Donc ce rapport à la politique est essentiel. Ce rapport à la politique est essentiel et depuis 40 ans, en effet, on a des politiques qui ne sont plus en mesure, en capacité de pouvoir maîtriser et produire un certain nombre de politiques publiques. D'où ce sentiment de déclassement qui s'est largement généralisé dans un certain nombre de segments de la population et de la société et qui explique les nombreuses crises que nous traversons. La crise des Gilets jaunes que nous avons traversée en 2018 n'est pas une crise politique, n'est pas une crise antidémocratique, comme on a voulu parfois la caricaturer du côté des élites. C'est une crise qui interpelle les élites justement pour leur demander de refaire de la politique, de recréer du lien, de remener un certain nombre de politiques publiques très volontaristes. Et in fine, ce que nous traversons, c'est une espèce de désamour, de déception par rapport à ce que nous pensons être nécessaire pour faire une bonne politique. Et donc, cette crise, aujourd'hui, elle retrouve, j'allais dire, un regain 5 ans après la crise des Gilets jaunes à travers ce débat sur les retraites. Mais moi, je suis très frappé de voir aujourd'hui l'élargissement de la revendication. C'est-à-dire que la revendication, en effet, c'est d'une certaine manière le retrait d'une réforme qui paraît injuste et inefficace, d'ailleurs, à beaucoup de Français. Mais on voit que depuis quelques jours, maintenant, d'autres slogans sont en train de s'agréger. Et c'est très intéressant. Et c'est en cela qu'à mon avis, c'est une crise qui est importante, parce que c'est le propre des crises importantes, si vous voulez, d'abord de mobiliser plusieurs secteurs de la société. Et c'est le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a un certain nombre de secteurs qui se mettent en mouvement, d'agréger les jeunes. On a les jeunes aujourd'hui qui sont en train progressivement de rentrer dans la mobilisation et toujours d'élargir le domaine des revendications. Mais encore une fois, il y a ce sentiment de dépossession politique, c'est-à-dire comme si on avait contourné la souveraineté nationale, comme si on avait contourné la souveraineté populaire. Et ça, en effet, je crois qu'on est au cœur d'un sujet qui me paraît absolument essentiel pour comprendre en effet la défiance aujourd'hui des politiques vis-à-vis des politiques, de l'opinion vis-à-vis de la classe dirigeante.
intelligente. On est dans un moment paradoxal parce que Arnaud de Benedetti décrit en réalité une forme d'agrégation des colères et en même temps on a le tableau d'une France extrêmement fracturée. Je trouve, on a vu les images des manifestations dans Paris. Il semblait parfois qu'il y avait 3 Paris. La France qui manifestait pacifiquement, en colère, mais pacifiquement. La France des minorités peut-être radicales qui s'est greffée à cela avec l'extrême gauche qui est passée à la violence. Et puis, au milieu de tout ça, on voyait des gens continuer à aller au restaurant, boire des coups. Donc, est-ce que c'est pas aussi une crise qui est d'autant plus dramatique qu'elle vient se greffer sur un pays qui est, comme le disait déjà Mirabeau, un agrégat de nations inconstituées. Oui, dès les origines, il y a effectivement en France des Celtes, des Latins, des Germains. Et donc, chaque peuple a un imaginaire, mais le nôtre a cette singularité que pour faire tenir ensemble les Français, les façons d'être et de faire des Français pérennes depuis des siècles, c'est la thèse du livre, c'est de voir le réel par écart au réel et être universaliste, c'est-à-dire se projeter dans l'espace et le temps. Cette façon de faire, ça n'a pas bougé, c'est la thèse du livre depuis des siècles. Ce qui bouge, ce sont les formes religieuses, politiques, institutionnelles, les rapports sociaux et géopolitiques. Et le moment actuel, effectivement, c'est ce que vous dites, ce que dit Arnaud, c'est que au fond, la France semble à la fois désagrégée dans son expression politique, toujours en décomposition politique, même si un temps Emmanuel Macron a prétendu tenir ensemble la verticalité du Bonaparte dans sa symbolique contre les corps intermédiaires au service de la start-up nation et du néo-libéralisme, mais pourtant, peu à peu, l'axe de gravité inconscient du pays, c'est ce que vient de dire Arnaud, c'est la souveraineté nationale. C'est ainsi qu'on comprend que quand Éric Zemmour arrive, dans les intentions de vote au début, il est au second tour, parce que c'est le seul à poser de façon fracassante, tonitruante, pour certains exagérée, la question essentielle du pays qui est la France. Est-elle en train de mourir ou pas? Alors, il en donne des analyses et réponses, à mon avis, pas adaptées à l'imaginaire français, mais il a été instrumentalisé pour que, enfin, advienne dans cette campagne présidentielle le sujet qui on est, d'où on vient, où on va. C'était le seul à le faire. Il y en avait un autre, Montebourg, mais il prenait la chose au travers de la souveraineté économique. Or, Arnaud l'a dit, ce qui nous tient ensemble, c'est d'abord la politique qui encastre l'économique et le social. C'est la thèse du livre. Alors, aujourd'hui, effectivement, le grand moment qu'on a vécu, c'était, ça a été dit, c'était les Gilets jaunes, c'était Niger Cri, c'était Macron nourrit ton peuple, comme au Moyen-Âge, et c'est la preuve qu'il y a une pérennité de l'inconscient collectif dans notre pays. Il faut seulement rappeler l'histoire à nos gouvernants. Niger Cri, c'est ni une révolution, ni un mouvement social. Donc, Macron nourrit ton peuple, ça veut dire on part de la question fiscale et sociale, mais il y a ton peuple. C'est-à-dire que le Seigneur et le souverain a des devoirs de protection et d'incarnation du pays. Et la jacquerie des Gilets jaunes arrive après que Merkel ait dit à Macron « Rien ne bougera en Europe ». Macron reprend la posture symboliquement de ses prédécesseurs. Pire, il met Benalla entre lui et le pays pour bien signifier qu'il rompt la promesse initiale
qu'il avait repéré devant le Congrès. Le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. Donc lucidement, il avait compris que si inconnu 4 ans auparavant, il l'avait emporté, c'est pas seulement parce qu'il y avait, je sais pas quoi, les milieux d'affaires ou les médias derrière lui, c'est que c'était le seul à dire aux Français, c'est pas vous les responsables de notre malheur, c'est le personnel politique, c'est les corps intermédiaires, c'est les gens de droite et de gauche. Sauf que un an après, il renonce à cette promesse, de sorte que le pays consentait à des réformes injustes socialement, plutôt pourvu de remettre en marche le pays. Et donc la jacquerie des Gilets jaunes, soutenue par 2/3 des Français, nonobstant les violences que tout le monde condamnait, était la marque de l'imaginaire français, c'est-à-dire le problème essentiel. Il ne faut pas confondre les causes et les effets. La France a toujours été un archipel. Ça c'est l'effet. Quand, justement, ce qui nous tient plus ensemble, c'est la construction d'un avenir commun au travers de disputes politiques communes. D'ailleurs, c'était le désaccord entre Le Pen et Zemmour. Zemmour disait « Les problèmes du pays viennent de l'éloignement d'une pseudo-origine de départ ». Or non, il n'y a pas une origine, il y a des origines à la France qui fait la singularité de l'imaginaire français. Le problème, c'est qu'il ne peut plus y avoir de disputes communes pour faire notre avenir. Pourquoi ? Parce que comme l'Union européenne dit la souveraineté nationale, c'est fini, et que Macron accompagne ce processus, la dispute ne peut plus se ficher dans le commun, dont la condition est la souveraineté nationale. Donc, la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire, et c'est pour ça que le point en commun entre Arnaud Benedetti et moi, c'est qu'on dit la crise institutionnelle n'est pas la cause de notre problème, c'est l'effet du fait que l'État s'est retourné contre la nation. Donc les institutions tiennent ensemble l'État et la nation. Si l'État se retourne contre la nation, ce qui est en cause, c'est pas la lettre et l'esprit de la Ve République, c'est le détournement de l'esprit et de la substance. Il faut avoir une analyse substantielle des questions constitutionnelles et pas seulement formelles. Merci Stéphane Rosette, merci Arnaud Benedetti. On continue à parler du chaos en France, de la manière d'en sortir, d'où il vient de manière profonde, ce qu'on a déjà fait, mais aussi de Macron. Est-ce qu'il a mis de l'huile sur le feu? Voilà, on se retrouve après une courte pause, en toute vérité, toujours avec Arnaud Benedetti et Stéphane Rosette sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Stéphane Rosas et Arnaud Benedetti qui nous parlent de leur livre paru aux éditions du Cerf au titre prophétique Chaos. Nous y sommes dans le chaos. La réforme des retraites a été l'étincelle, mais comme on l'explique depuis le début de l'émission, c'est en réalité une crise de régime que nous vivons, liée à une fracture sans doute entre des élites et le peuple des élites qui ne veulent plus peut-être entendre la souveraineté populaire. C'est ce que nous disait Stéphane Rosès avant la pause. Est-ce que malgré tout, s'il n'est pas responsable de tout et qu'effectivement la crise vient de loin, Emmanuel Macron n'a pas exacerbé justement cette fracture entre les élites et le peuple? Oui, vraisemblablement. Mais si vous voulez, la fonction souveraine est abîmée depuis finalement plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on a vu des présidents de la République se heurter au mur de la globalisation et finalement abandonner toujours plus un certain nombre de parts de souveraineté. Ça, c'est une réalité. Mais il y a aujourd'hui une autre fonction qui est abîmée, c'est la fonction symbolique, c'est-à-dire la capacité que le chef de l'État, le prince, le monarque, a à incarner la nation, à la rassembler, à la réunir. Et on voit que Emmanuel Macron a aujourd'hui les pires difficultés à être celui qui est en mesure d'apaiser, de rassembler.
mais il est d'une certaine manière le produit aussi d'une société qui a évolué et qui, d'une certaine manière, obéit à la description que en fait Stéphane Rosès, c'est-à-dire une société qui est de plus en plus segmentée, qui correspond de plus en plus au canon de la société ultra-libérale, où l'individu devient roi. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, il y a une rupture qui, en termes d'incarnation, ne remonte pas d'ailleurs à Emmanuel Macron, remonte avant. Elle remonte à mon avis à 2007. C'est-à-dire qu'à partir de 2007, vous avez 3 présidents de la République qui vont se succéder. Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Et à la différence de leurs prédécesseurs, qui ont tous été critiqués sur leur politique, y compris d'ailleurs le général de Gaulle, il ne faut pas non plus, je veux dire, idéaliser j'allais dire la figure aujourd'hui tutélaire du général de Gaulle, mais elle ne l'était pas au moment où il exerçait le pouvoir, forcément, pas toujours en tout cas. Là, vous avez depuis 2007 des hommes politiques qui dirigent l'État, mais qui ne sont pas seulement, j'allais dire, critiqués sur la façon dont ils dirigent l'État, mais sur la façon dont ils incarnent la fonction. Nicolas Sarkozy a été extrêmement critiqué également sur la façon dont il habitait la fonction présidentielle. À sa façon aussi François Hollande, et aujourd'hui évidemment également Emmanuel Macron. Et moi je me suis souvent posé la question, parce que j'en ai parlé dans d'autres ouvrages, notamment dans un ouvrage que j'ai publié il y a 5 ans qui s'appelait Le coup de com' permanent sur la stratégie de communication d'Emmanuel Macron. J'ai essayé de comprendre pourquoi cette rupture, pourquoi finalement aujourd'hui les hommes politiques qui nous dirigent, qui incarnent l'État, n'arrivent plus finalement à être acceptés dans le costume du monarque tel que Jacques Chirac l'était, ou François Mitterrand, ou même Valéry Giscard d'Estaing, ou même bien évidemment Georges Pompidou et le général de Gaulle. Moi je pense qu'il y a d'abord, ils sont le produit en effet, d'abord ils sont nés après la guerre. Ce sont tous des gens, vous les prenez tous les 3, qui sont nés après la guerre. Donc ils n'ont pas eu, j'allais dire, le choc avec les grandes épreuves historiques qu'ont pu rencontrer leurs prédécesseurs jusqu'à Jacques Chirac. Et ensuite, ils sont tout à fait représentatifs d'une société qui est une société où l'individu est roi. Et ils pensent qu'ils peuvent, d'une certaine manière, faire en sorte que leur personnalité propre puisse s'exprimer dans le costume du président de la République. Or, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce qu'attendent du tout les Français. Les Français, ils attendent un chef de l'État qui soit un roi un peu thaumaturge, héritier de la monarchie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est celui d'ailleurs qui va le plus loin, j'allais dire, dans la déstructuration de la fonction présidentielle, parce que il ne se donne aucune limite, enfin en tout cas il donne le sentiment parfois de ne se donner aucune limite dans son comportement et dans son expression. Et ce qui est frappant aujourd'hui dans la crise que l'on vit, c'est l'interprétation qu'il fait par exemple des résultats électoraux de 2022, où il dit finalement les Français m'ont donné quitus, m'ont donné mandat pour mener un agenda de réforme. Or les Français ne lui ont jamais donné mandat pour mener l'agenda qu'il considère réformiste à ses yeux. Ils lui ont donné mandat pour réunir le pays, pour l'unir, et ils ont surtout envoyé une Assemblée nationale pour essayer justement que ce président de la République n'ait pas les mains totalement déliées. Donc c'est quand même quelque chose de très différent en termes de lecture et d'interprétation que celle que peut faire Emmanuel Macron. Donc on est aujourd'hui dans cette difficulté. Et quand même, moi je l'entendais mercredi, donc avant la journée de jeudi. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que son expression est une expression provocatrice. Les Français ne l'ont pas élu pour qu'il leur donne des leçons en permanence. Ils ne l'ont pas élu, en tout cas, pour avoir cette fonction-là. Ils l'ont élu, encore une fois, pour essayer de raccommoder la société française. Le problème, c'est qu'il ne la raccommode pas et qu'il la fracture, j'allais dire, de manière presque continue depuis maintenant, malheureusement, 2017. Et on l'a vu dans d'autres épisodes. Et puis l'autre sujet, c'est que Emmanuel Macron ne donne pas le sentiment d'apprendre de ses leçons. C'est-à-dire qu'en fait, il reproduit aujourd'hui. Finalement, on est dans un flashback extraordinaire. Vous reprenez aujourd'hui la crise dans laquelle nous rentrons, c'est-à-dire la crise sociale, politique. On a le sentiment de se retrouver en novembre 2017 avec un pouvoir qui veut être droit dans ses bottes, qui n'écoute pas la colère qui monte, qui n'écoute pas les signaux faibles et moins faibles qui viennent jusqu'à lui, et qui continue, j'allais dire, droit dans ses bottes, comme aurait dit un ancien Premier ministre, et donc avec la situation de blocage dans laquelle on est en train de se retrouver. Stéphane Rosès, votre essai
essai est aussi justement sous-titré essai sur les imaginaires des peuples. Et ce que disait Arnaud Benedetti, d'une certaine manière, c'est que le président de la République avait du mal à se couler dans l'imaginaire français, qui par ailleurs est en partie aussi un imaginaire monarchique dans la figure présidentielle telle que l'avait pensé le général de Gaulle. Est-ce que ça, c'est un élément qui accentue cette crise, qui, on l'a vu, effectivement, une crise qui vient de loin, une crise de dépossession démocratique, une crise des fractures françaises, mais est-ce que cet élément-là est quand même un élément qui accélère peut-être cette crise ? Oui, alors dans le livre, on insiste beaucoup sur l'articulation entre une analyse un peu systémique de fond du temps long et puis les personnalités des présidents. Et on regarde Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron. Et au fond, la nation, il y a deux moments, il y a la conquête du pouvoir et l'exercice. Si Macron arrive au pouvoir, c'est qu'il a une intuition géniale qui est de dire à la nation, c'est pas vous le responsable, c'est la classe politique. Non, c'était pas la classe politique, c'était l'État. Et ce que l'État devenait. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, il repère intelligemment comment faire la percée. Et puis, comme ses prédécesseurs, il arrive au sommet de l'État qui, dans ses façons d'être, de faire la formation des élites dans les grandes écoles, communie dans l'idée que c'est la technique, c'est l'économie qui fait les sociétés. Alors que la thèse du livre, c'est dire non, c'est d'abord ce que sont les peuples culturellement, politiquement, qui sont eux le creuset du reste. Bon, alors, effectivement, tendanciellement, l'État se détache encore plus de la nation qu'autrefois. De sorte que pour conquérir le pouvoir, les présidents doivent se couler dans l'imaginaire de la nation, mais ils arrivent à un sommet de l'État qui fait l'inverse, et très vite, de cette contradiction, ils pensent à tort pouvoir déployer leur propre hubris. Ça a été Sarkozy, qui au fond culturellement était un Américain, donc le soir même il va au Fouquet's. Hollande est un Scandinave qui pense que l'économie fait la société, donc il pourrait être un président normal. C'est un radical socialiste aussi. Oui, c'est ça, parce que la Corrèze, alors donc on lui explique que non, c'est un peu plus, au moins pour la présidentielle, il faut donner des gages à la nation, il comprend. Et Emmanuel Macron, voilà. dans tout alors ça. Macron, dans tout ça, c'est comme son monde intérieur est le monde du en même temps, son monde extérieur est le monde du en même temps. Et donc, il n'a peur de rien. Il pense que lui va être en même temps un Bonaparte au plan politique dans la verticalité, au service de l'horizontalité des start-up nations. Comme si le politique et l'économie étaient dissociés dans les peuples. Deuxième chose, il prétend qu'il y aurait à la fois une souveraineté nationale et une souveraineté européenne. C'est très français de voir l'Europe comme la France en grand et de faire cette confusion. Sauf que maintenant, il n'y a plus que la France qui raconte ça. Donc il y a un problème avec le réel. Le caractère en même temps de la psychopolitique d'Emmanuel Macron lui donne une certaine finesse d'analyse, mais absolument aucune incarnation et aucun sens d'un certain point de vue du réel. Parce que moi, j'ai travaillé dans le passé pour Claude Chirac et Jacques Chirac, j'ai connu des crises comme sondeurs à leur côté. Ceux-là, ils avaient du nez. Ils comprenaient le pays. Ils savaient quand il fallait reculer. Et je dirais même, quand Chirac choisit la voie référendaire, c'est qu'au fond, il a un malaise par rapport à ce qui est sur en le train référendum de se faire. de 2005. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être nous payons aussi le fait que la classe politique, pour le coup, n'a pas respecté la souveraineté populaire en faisant passer le traité par la voie parlementaire. On a 50 secondes avant la dernière pause, avant la dernière partie de l'émission. Arnaud Benedetti, ce que nous dit finalement Stéphane Rodez, ce que vous dites tous les deux dans ce livre, c'est aussi l'agonie d'une certaine technocratie qui ne sait plus
parler un langage commun avec la nation. Le problème, c'est que c'est la technocratie qui a remplacé le politique. Et c'est tout le sujet, si vous voulez. La politique, c'est technicisé. Et donc, à partir du moment où elle se technicise, elle est incapable de penser en termes de projet, ou si elle est capable de penser en termes de projet technique. Mais moi, le problème, c'est que si vous voulez une démocratie libérale, c'est pour ça que j'ai beaucoup de réserves à qualifier Emmanuel Macron de libéral. Parce que je pense qu'il n'est pas libéral politiquement. Je pense qu'il est fondamentalement une forme d'illibéral technocratique. Et c'est comme ça qu'il faut le qualifier. Mais si vous voulez, toute la difficulté, c'est qu'il se présente comme le défenseur du libéralisme. Mais le libéralisme, par essence, c'est accepter la contradiction politique. C'est le fondement du libéralisme. À partir du moment où on n'accepte pas la contradiction politique, on est dans une autre, j'allais dire, dimension, qui est la dimension qu'a décrite parfaitement Stéphane Rosès. Et pourtant, il va falloir en sortir. Ce sera le sujet de la dernière partie de l'émission. Est-ce qu'on peut sortir du chaos? Comment? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les réponses de Stéphane Rosès et Arnaud Benedetti, c'est tout de suite après la pause, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Stéphane Rosès et Arnaud Benedetti. Les essayistes et politologues sont les auteurs d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais qui était tout à fait prophétique puisque son titre était Chaos. C'est aux éditions du CERF. Et le chaos, nous y sommes. Nous en parlons depuis le début de l'émission avec cette réforme des retraites qui tourne en crise systémique, en crise de régime, mais nous aimerions bien en sortir également de ce chaos. Arnaud Benedetti, à votre avis, ça va durer longtemps? La casse, les manifs... Vous savez, c'est extrêmement difficile de prévoir la durabilité d'un mouvement social. Ce qui est sûr, c'est que depuis jeudi dernier, c'est-à-dire jeudi dernier, il y a jeudi une semaine, quand l'exécutif a annoncé le recours au 49.3, il a redonné de l'énergie, de la motricité à ce mouvement social. Parce que l'une des difficultés aussi, si vous voulez, à laquelle se confronte aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est que il est en train de vider de leur substance ou de démailler, je ne sais pas si l'expression existe, l'ensemble des corps intermédiaires. C'est-à-dire que vous avez vu un président de la République qui, durant la crise des Gilets jaunes, n'a pas joué le jeu des élus locaux, alors que les élus locaux l'avaient quand même, un certain nombre l'avaient alerté. Là, il ne joue pas le jeu des syndicats. Cette réforme a été construite, tous les syndicats vous le disent, et notamment les plus réformistes, sans véritablement associer les partenaires sociaux. Et puis, le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, n'ayant pas de majorité au Parlement, il passe en force au Parlement. Donc, si vous voulez, à la fois les parlementaires, à la fois les élus locaux, à la fois les syndicats, on a un président qui quand même déroule, dans le moins qu'on puisse dire, une méthode qui est, pour le moins aujourd'hui... Emmanuel Macron qui gouverne seul, vous disiez. Il gouverne totalement seul. Il était illibéral. Il gouverne. Le problème, c'est qu'il est seul, mais un peu nu maintenant. Et il gouverne seul. Il a plus beaucoup d'armes dans sa... Mais à la limite, il pourrait gouverner seul. Mais dans ce cas-là, il y a toujours un moyen. Et la Ve République l'offre, ce moyen. C'est que vous recourez au peuple. Vous allez au peuple. Vous allez finalement, à un moment donné, demander au peuple de trancher. Et on vient de signer, comme vous le savez, un article avec Stéphane Rosès dans le Figaro, où on dit qu'aujourd'hui, la seule solution qui nous paraît la solution pour sortir par le haut de cette crise, c'est à un moment donné de recourir à l'arme référendaire, qui va permettre, en tout cas, au peuple de trancher sur une question que l'on juge essentielle, et qu'on nous dise pas que cette question est technique. La plupart des Français savent exactement, en principe, calculer leur régime de retraite et leurs annuités. Donc, ils n'ont aucune difficulté, si vous voulez. C'est pas le traité constitutionnel de 2005, qui était, je le concède, assez complexe, celui qui avait été présenté par Jacques Chirac aux Français. C'était quelque chose qui concerne les Français dans leur vie quotidienne, sauf qu'on ne le fera pas. On ne le fera pas pour une raison simple, c'est que finalement, depuis 2005, aucun président de la République n'a voulu recourir à l'arme référendaire. C'est pas parce qu'on connaît déjà la réponse. Mais parce qu'on connaît la réponse. Mais évidemment, mais à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de remettre la démocratie sur ses rails, ou c'est s'arc-bouter sur une réforme dont le coût politique, le coût social et le coût institutionnel sera vraisemblablement très supérieur au coût économique que cette réforme serait susceptible éventuellement d'apporter. C'est vrai, mais pourquoi dans ce cas-là ne pas tout simplement retirer sa réforme?
Est-ce que vous pensez que l'exercice du référendum est nécessaire justement parce que la démocratie est très malade et que c'est un moyen de trouver un lien ? Parce qu'il ne le fera pas, parce qu'il considère, il y a des éléments, à mon avis, d'abord psychopolitiques qui sont à prendre en compte dans l'attitude d'Emmanuel Macron, et puis parce qu'il considère vraisemblablement que s'il retire sa réforme, son quinquennat est définitivement encalminé et que le quinquennat s'achève d'ores et déjà. Donc d'où la volonté de s'arc-bouter à cette réforme, qui est en plus considérée par beaucoup de Français comme non seulement injuste, mais même par ceux qui sont favorables à une réforme qui est considérée comme inefficace. Donc vraiment, on est dans l'ordre du symbolique depuis le début de cette affaire. Et encore une fois, je ne vois pas quelles sont les marges d'Emmanuel Macron, sauf à ce que, éventuellement, le Conseil constitutionnel censure tout ou partie du texte lors de l'examen de cette loi. Ce qui serait quand même un camouflet aussi, puis ça voudrait dire qu'il y a eu une forme d'amateurisme dès le début dans la manière dont le président de la République s'y est pris. Mais j'aimerais revenir avec vous, Stéphane Rosès, sur la question du référendum. Vous l'avez rappelé, vous avez signé une tribune pour que le président fasse un référendum. Est-ce que cet outil référendaire a été oublié par nos chefs d'État depuis Nicolas Sarkozy? Parce qu'en réalité, dans la Constitution, je crois que c'est l'article 2, la souveraineté du peuple s'exerce par la voix de ses représentants et par la voie référendum, et les deux sont mis au même plan. Est-ce que dans la Constitution du général de Gaulle, qui d'ailleurs était sans doute une constitution assise sur ce que vous appelez l'imaginaire des peuples, le référendum était un processus central dans la démocratie? C'est le processus qui dit bien les choses dans l'esprit de l'imaginaire français, dans l'esprit du général de Gaulle. Il se l'est appliqué à lui-même. Quand le non l'a emporté, il s'est retiré du pouvoir. Le général de Gaulle, parce qu'il était cultivé, il savait ce qu'était l'histoire de France, c'est bien qu'il y a la France, mais la France est constituée de Français. Et que l'histoire de France, c'est une tension entre la France et les Français. Et s'il est allé à Londres, c'est parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à l'idée que la France soit la somme des Français du moment et que la France n'accepterait pas le sort qui lui était fait. Si avec Arnaud Benedetti, on dit arme du référendum, on entend les constitutionnalistes ou les politologues dire mais il va jamais faire ça parce que... Mais nous sommes en train de rappeler que le chaos en France et ailleurs procède de ce que les gouvernants ne sont plus l'émanation des nations et de leur imaginaire. C'est ça le chaos. Et si nous allons vers des guerres du fait de la globalisation néolibérale, c'est que les peuples se sentent dessaisis de leur destin. C'est en France que la contradiction est la plus forte. C'est pour ça que nous sommes les plus pessimistes au monde. Donc nous disons au président Macron, recourir au référendum, c'est réanimer une dispute politique commune dont vous serez un acteur, c'est pas reconnaître le pouvoir de la rue en disant j'arrête, mais on redit aux gouvernants à nouveau depuis 30 ans que c'est la dispute politique commune au travers de référendums et de la présidentielle qui fonde ce qui nous tient ensemble. Et de façon perverse, le président, qu'est-ce qu'il dit au pays? Pourquoi il s'entête? Il y a les raisons psychopolitiques dont on a parlé tout à l'heure, le en même temps, les effets de structure, mais il y a une malédiction française. Quelle est-elle? C'est que l'État a fait la France, l'État a précédé la nation et maintenant l'État néolibéral se retourne contre la nation. Et comme lors de l'affaire Benalla, le président semble dire « Oui, le pays est en ébullition, mais je danse sur un volcan et pas chiche de me mettre dehors parce que là, il y a des mini-chaos, mais si je ne suis plus là, ce sera le chaos intégral. » Et de façon un peu perverse, il se pavane devant les Français, pire, en Europe, sans voir qu'il affaiblit à la fois la fonction, lui et le pays, le fait que le roi d'Angleterre
renonce à venir. Pour ceux qui aiment la France et qui comprennent son peuple, quelle humiliation nationale. Donc le président Macron est dans une hubris où il pense qu'il est non pas un acteur politique, mais il se croit l'auteur du réel. Il se croit l'auteur du peuple. Il se croit au fond dans son éloignement même des Français, la quintessence de la raison, de la prescience, de l'entendement, et que à un moment les Français vont comprendre que au fond c'est lui le moins pire, c'est lui. Et alors ça c'est incroyable qu'il ait cru se relégitimer en donnant un sens à son nouveau mandat, soit en faisant de la pédagogie à la nation, soit en imposant à la nation. Ça, c'est très français. Nulle part ailleurs au monde, il y a des gouvernants qui pensent se renforcer et se légitimer en surplomb de leur peuple, en leur faisant de la pédagogie, voire en les forçant. C'est ça la malédiction française, c'est que partout ailleurs, l'État est l'émanation des peuples, et chez nous, comme l'État a été l'élément constitutif de la France et a précédé la nation, en son sommet, il y a des gens qui à la fois ignorent l'histoire et le peuple français, mais qui se croient réellement dépositaires de la bonne compréhension des choses, et pire, ils se croient être les conducteurs du réel, le haut faisant le bas. Or, l'histoire nous montre que, contrairement à ce qu'on pense spontanément, non, c'est le bas qui fait le haut. C'est donc le peuple qui fait l'histoire, qui est peut-être en train de faire l'histoire. Arnaud Benedetti, et justement, dans les différents derniers conflits sociaux qu'on a vécus, il y a cette demande récurrente, c'est non seulement un référendum, mais aussi un référendum d'initiative partagée. Est-ce que ça, c'est aussi un symptôme de la perte de souveraineté populaire? Est-ce que ça pourrait être une solution? Est-ce que ça ajouterait de l'anarchie? Il y a une possibilité constitutionnelle avec le référendum d'initiative partagée. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de référendum d'initiative partagée. Est-ce que ça peut aller au bout? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la nature de la mobilisation qui est quand même assez massive, récolter 4,5 millions de signatures, c'est certes en effet un exercice qui peut apparaître assez compliqué, mais qui n'est pas infaisable dans le contexte actuel. Donc c'est en tout cas l'initiative que veulent mener les parlementaires de gauche, et notamment ceux de la France insoumise. Je pense qu'il y a là une piste qui, pour le coup, n'est pas totalement inintéressante pour essayer de sortir de la crise. Mais vous avez parlé, il y avait la demande aussi du référendum d'initiative citoyenne durant la crise des Gilets jaunes. Oui, c'est pour ça que je dis que ça revient à chaque fois. Ça revient. Oui, mais parce que, si vous voulez, c'est la traduction qui est profonde. La France, même si aujourd'hui l'État s'affaiblit, même si les politiques publiques sont de plus en plus inexistantes, la France et les Français restent un peuple qui est fondamentalement un peuple politique. Donc, qu'est-ce qu'ils réclament à leurs dirigeants qui ne veulent plus faire de la politique, mais qui ne font plus que de la gestion et qui ont mis en place des instruments d'adaptation à la globalisation? Ils leur disent: reprenez le destin de la France en main et refaites de la politique. Pas de la politique que l'on qualifierait de politicienne, mais de la politique stratégique, de la grande politique, comme les rois en ont fait, comme les grands républicains en ont fait, comme les grands présidents de la Ve République en ont fait, comme le général de Gaulle en faisait. On voit bien aujourd'hui cette espèce de mélancolie et de nostalgie qui travaille le corps politique français. Et c'est vrai que les mobilisations sociales en France, et ça c'est quand même une grande spécificité, prennent très vite une tournure politique, très souvent une tournure politique, à la différence des mobilisations sociales que l'on peut retrouver par exemple en Allemagne. C'est pour ça que la notion même de cogestion en France est certainement beaucoup plus difficile, parce que ce n'est pas dans notre, représentation du politique. Donc aujourd'hui, je crois qu'en effet, il y a des solutions, mais les solutions, faut-il encore que les responsables politiques soient en mesure de les mettre en œuvre? Et quand on me dit que c'est la Constitution le problème, ou les institutions le problème, je dis non, ce ne sont pas les institutions, ce sont les responsables politiques. Oui, revenons aux sources des institutions d'une certaine manière. Dans la Constitution, il y a aussi la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce sera le mot de la fin. Je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.